Bonsoir. Si vous pensiez jusqu'ici que la marine la plus puissante de l'histoire de l'humanité était intouchable, les événements qui se déroulent actuellement sous nos yeux vont modifier de manière irréversible cette certitude. Ce soir, dans l'une des voies navigables les plus stratégiquement critiques de la planète, le détroit d'Ormuz, un basculement tectonique s'est produit. Il ne s'agit pas d'une note diplomatique, ni d'un simple communiqué de presse, mais d'une réalité brutale sur le terrain. Une réalité qui contraint les commandants du Pentagone à fixer leurs écrans dans un silence pesant. Des systèmes conçus pour protéger, des capteurs censés avertir, des réponses programmées pour être automatiques, tout cet arsenal subit actuellement une pression qu'il n'a jamais été dimensionné pour absorber simultanément. Ce n'est pas seulement l'histoire de tirs de missiles, c'est l'histoire d'une perte de contrôle. Ce qui se joue dans les prochaines minutes va redéfinir l'ensemble de votre compréhension de la puissance américaine au Moyen-Orient. Pour saisir l'ampleur de la crise de ce soir, il faut remonter quelques semaines en arrière. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lançaient l'opération Epic Fury. Il s'agissait d'une campagne de frappe aérienne coordonnée visant les sites nucléaires, les infrastructures de commandement militaire et, au sommet de la hiérarchie, Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, tué dès les premières heures de l'offensive. Le monde a alors retenu son souffle, mais la réponse de Téhéran ne s'est pas fait attendre. Ce ne fut pas une négociation, mais une fermeture pure et simple. Le corps des gardiens de la révolution islamique a verrouillé le détroit d'Ormuz, ce point d'étranglement par lequel transitent quotidiennement environ 25% du pétrole maritime mondial et 20% du gaz naturel liquéfié de la planète. Des mines ont été semées, des embarcations d'attaque rapides ont commencé à cibler les navires marchands, avec 21 frappes confirmées sur la navigation commerciale en moins de 3 semaines. Washington a réagi avec force en déployant non pas un, mais 2 groupes aéronavals, l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald R. Ford, bientôt renforcés par un 3e, l'USS Nimitz, repositionné en urgence depuis le Pacifique. En surface, cette démonstration de force paraissait écrasante, contrôlée, comme si l'Amérique ne faisait qu'augmenter le volume d'un message que le monde connaissait déjà. Pourtant, une autre dynamique était déjà à l'œuvre. Une dynamique discrètement préparée depuis des mois dans les salles de planification navale chinoises, dans les complexes de tunnels iraniens le long de la côte, et lors des exercices conjoints Maritime Security Belt 2026, où les forces russes, chinoises et iraniennes s'étaient entraînées ensemble dans cette géographie précise. La pression ne montait pas, elle était déjà là, tapie dans l'ombre. Ce que la plupart des analystes omettent de dire, c'est que la frappe qui se déroule ce soir n'a rien d'improvisé. Ce n'est pas une simple vengeance, c'est l'exécution d'une doctrine développée depuis que la Chine a observé la projection de puissance américaine dans le Golfe dans les années 1990. La question posée alors par Pékin était simple. Comment arrêter cela? La réponse qu'ils ont construite s'appelle l'A2AD, pour Anti-Access Area Denial, ou déni d'accès et d'interdiction de zone. Il s'agit d'une architecture multicouche conçue non pas pour vaincre la marine américaine dans un engagement conventionnel, mais pour rendre le coût d'entrée si élevé que la décision d'intervenir devienne politiquement et stratégiquement insupportable. Au cœur de la crise de ce soir se trouve une arme héritière de l'ingénierie soviétique et raffinée par la fabrication de précision chinoise, le YJ-91. C'est un missile anti-radar capable de chasser non pas le navire lui-même, mais la signature électromagnétique des systèmes qui le protègent. Il traque le radar qui avertit, les capteurs qui suivent, les yeux qui voient les menaces entrantes. Ce n'est pas une escalade aléatoire. Chaque composante de ce qui est sur le point de se produire a été modélisée, testée lors de wargames et positionnée avec soin. Le réseau de tunnels de la côte iranienne a survécu aux frappes de pénétrateurs GBU-72 du 17 mars dernier, non pas par chance, mais parce qu'ils ont été construits en profondeur et de manière redondante. Si certains ont été détruits, d'autres sont restés opérationnels, et c'est de là que la séquence de lancement commence. Tout débute par le bruit, non pas celui des explosions, mais un bruit électromagnétique, des fréquences qui saturent des canaux censés être clairs, des retours radars ne correspondant à aucune signature connue. Dans la guerre navale, l'incertitude est la condition la plus périlleuse. Les officiers commencent à croiser les flux de données, à interroger les satellites, les réseaux de commandement. Les protocoles de réponse sont activés, mais ces protocoles supposent une clarté des données. Actuellement, chaque information est entachée d'un point d'interrogation, et chaque seconde passée à lever le doute est une seconde perdue pour se préparer à la suite. C'est alors que les contacts apparaissent.
D'abord quelques-uns, cohérents avec une activité de patrouille ou les provocations habituelles observées depuis des semaines, les systèmes défensifs du groupe aéronaval les notent, les suivent, les catégorisent comme gérables. Puis leur nombre explose, jusqu'à saturer les calculs de défense de zone. Parmi eux, se faufilant plus bas et plus vite que presque tout ce que l'inventaire défensif est habitué à traiter, se cachent des signatures d'une toute autre nature. D'abord des dizaines, puis un nombre qui dépasse toutes les prévisions des planificateurs. Le groupe aéronaval riposte, c'est sa raison d'être. Les systèmes de combat Aegis passent en mode de combat intégral. Les réseaux radars SPY1 génèrent des fichiers de poursuite à des vitesses jugées impossibles il y a encore une génération. Des intercepteurs SM2 et SM6 sont assignés. Les CIWS, ces systèmes d'armes de proximité qui constituent la dernière ligne de défense automatisée, sont en alerte maximale. Les aéronefs sont repositionnés, les communications verrouillées. La réponse est disciplinée, professionnelle, le fruit d'années d'entraînement intensif. Mais cette discipline est mise à l'épreuve par une stratégie conçue spécifiquement pour trouver les failles. La doctrine iranienne, affinée par le partenariat avec les experts militaires chinois qui étudient les opérations des porte-avions américains depuis 30 ans, ne cherche pas à briser le système Aegis par la force brute. Elle cherche à l'épuiser, à le forcer à choisir, à hiérarchiser certaines menaces au détriment d'autres, pour ensuite exploiter celles qui ont été dépriorisées. Les systèmes réagissent, mais ils réagissent à une attaque conçue précisément en fonction de leur propre schéma de réponse. Voici le moment où l'analyse bascule. Les navires ne sont pas la cible principale. Les missiles qui traversent actuellement le détroit d'Ormuz, ceux qui font travailler les ordinateurs Aegis au maximum de leur capacité, ne visent pas la coque de l'USS Nimitz. Ils visent ce qui rend le Nimitz dangereux. Les installations radars, les nœuds de relais de communication, les plateformes de guerre électronique positionnées au sein du groupe pour étendre sa vigilance. C'est cela la doctrine. L'attaque n'est pas linéaire. C'est le détail critique qui sépare ce soir de toute confrontation précédente. Au nord, des essaims de drones poussent vers le sud, assez lents pour absorber les interceptions défensives, assez nombreux pour les consommer. À l'est, des embarcations rapides lancent des missiles anti-navires subsoniques en trajectoire Razmot, épousant la surface des vagues pour minimiser leur signature radar. Et depuis les positions côtières élevées, épargnées par les frappes précédentes, les systèmes les plus sophistiqués entrent en scène. Le schéma ne cesse de muter. Dès que les systèmes défensifs s'adaptent à un angle d'approche, la pression diminue à cet endroit pour augmenter ailleurs. C'est une pression multicouche, l'équivalent militaire d'être frappé de toutes parts simultanément, où parer un coup vous expose inévitablement au suivant. Le système Aegis, aussi performant soit-il, a été conçu pour un environnement de menace supposant la supériorité technologique américaine dans tous les domaines. Ce soir, cette hypothèse est testée dans une géographie où la géographie elle-même est un adversaire. Le détroit d'Ormuz ne fait que 33 milles de large à son point le plus étroit. Il n'y a aucun espace pour manœuvrer, aucune haute mer pour créer de la distance. Le groupe de combat est compressé, et les formations compressées sont exactement ce que cette doctrine vise à anéantir. Le premier impact n'est pas catastrophique, il est d'une précision chirurgicale. L'équipage réagit instantanément, les protocoles d'urgence sont engagés, les équipes de contrôle des dommages sont en mouvement. Le navire ne risque pas de couler, mais l'un des yeux de la formation vient de s'éteindre. À bord du Nimitz, le tableau tactique vient de se rétrécir. La zone de conscience fiable s'est contractée. Et dans l'espace créé par cette contraction, l'attaque trouve une liberté d'action accrue. L'intention n'est pas la destruction totale, mais la dégradation systématique. Chaque frappe réussie ne met pas fin aux capacités du groupe, mais les réduit de manière incrémentielle, implacable, jusqu'à ce que l'accumulation de ces pertes franchisse un seuil où la poursuite des opérations devient un choix entre un risque inacceptable et le retrait. Le tableau tactique à bord du Nimitz est désormais contesté. Certains flux de capteurs sont clairs, d'autres affichent des contacts fantômes, des leurres ou des artefacts de guerre électronique. Les opérateurs humains, parmi les mieux formés au monde, doivent prendre des décisions cruciales à une vitesse machine, sur la base de données dont la fiabilité a été délibérément sapée. Le commandant du groupe de combat observe un écran parsemé de zones d'ombre où quelque chose bouge. Les communications entre les navires subissent des interférences, pas un blackout total,
mais des délais qui ralentissent la boucle de coordination indispensable au fonctionnement d'un groupe aéronaval comme système unifié. L'ennemi n'a pas détruit la cohésion, il l'a endommagée, et une cohésion endommagée sous une pression constante tend à s'effriter davantage. L'USS Nimitz représente 100 000 tonnes d'investissement militaire américain, 90 aéronefs, un équipage de près de 5 000 hommes et femmes. C'est l'incarnation physique de la doctrine selon laquelle la puissance américaine peut se projeter partout sur Terre pour imposer sa volonté. En ce moment, le Nimitz est l'objet le plus important du détroit d'Ormuz, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il représente. Si ce navire subit des dommages majeurs, le récit de la suprématie navale américaine ne se contente pas de plier, il se brise. Et les récits brisés ont des conséquences qui survivent au matériel pendant des générations. La Chine le comprend, l'Iran le comprend, et chaque gouvernement observant la situation via satellite le comprend aussi. La prise de décision à l'intérieur du groupe de combat n'est plus seulement tactique, elle est stratégique. Chaque choix, qu'il s'agisse de pousser vers l'avant, de maintenir sa position ou de réduire les émissions électromagnétiques, porte des implications qui dépassent ce détroit pour toucher à la question fondamentale de savoir si le porte-avions reste la pièce maîtresse incontestée de la projection de puissance mondiale. Cette question est posée en temps réel ce soir. Un silence s'installe soudainement. Pendant environ 40 secondes, l'intensité des contacts entrants chute. Ce n'est pas la fin de l'attaque, c'est une réorganisation. Les opérateurs du Nimitz reconnaissent ce schéma. La pause avant l'effort concentré. Le moment où une attaque structurée consolide ses gains. Sur les écrans, un groupe de traces se détache du bruit général, se déplaçant plus vite, plus bas, sur un relèvement qui mène droit vers le porte-avions lui-même. 40 secondes, puis 30. Le dilemme est total. Pour traquer ces menaces avec précision, le Nimitz doit émettre des signaux radars. Mais émettre, c'est précisément ce qui rend le YJ-91 efficace. Dès que le radar du porte-avions diffuse, il devient le système de navigation du missile adverse. La précision du chercheur anti-radiation s'améliore à chaque seconde où le radar reste actif. Le commandant fait face à un choix impossible. Garder le radar actif et maintenir une conscience de la situation, au prix de nourrir les données de ciblage des armes qui l'approchent, ou couper les émissions, devenir partiellement aveugle et priver les missiles de leur signal, au risque de perdre l'image nécessaire aux interceptions. Il n'y a pas de bonne réponse, seulement des compromis lourds de conséquences. C'est là toute la sophistication de la doctrine que la Chine a passé 3 décennies à affiner. Elle ne nécessite pas de surpasser la technologie américaine, elle consiste à forcer les commandants à des décisions où chaque option comporte un coût. Le poids cumulé de ces coûts, payés en dégradation de la conscience situationnelle, en intercepteurs épuisés et en coordination ralentie, finit par dépasser le seuil opérationnel soutenable. La guerre intelligente n'est pas une question de force brute, mais de dilemme imposé. L'attaque évolue. Ce n'est pas une simple deuxième vague, c'est une évolution structurelle. L'engagement initial a servi à identifier les systèmes les plus rapides, à cartographier les failles entre les plateformes et à mesurer les temps de réaction du réseau E10. Ce qui suit est l'application pure de cette intelligence. Les drones, qui ont accaparé l'attention défensive au début, changent de mode opératoire. Au lieu d'avancer, ils maintiennent leur position à la limite de la portée d'interception, forçant les systèmes défensifs à rester engagés et à consommer leur bande passante. Pendant ce temps, les menaces principales s'infiltrent par les couloirs d'attention ainsi créés. L'attaque n'est plus la même, elle a appris de la première phase. Le groupe de combat défend contre une menace qui s'adapte en temps réel alors que sa propre coordination est dégradée. Les indicateurs de défaillance ne sont pas spectaculaires, ils sont procéduraux. Les assignations d'interception prennent des fractions de secondes supplémentaires, mais à ces vitesses, cela signifie des fenêtres de tir qui se referment avant que les solutions ne soient validées. Les cycles de rechargement consomment un temps non budgétisé. Les hypothèses sur les taux de réussite des interceptions, basées sur des tests en stand de tir, se heurtent à la réalité d'un adversaire qui ne se comporte pas comme une cible standard. Les officiers doivent router manuellement les informations, introduisant une latence humaine dans un système conçu pour la vitesse machine. Prises isolément, aucune de ces failles n'est décisive. Ensemble, elles s'additionnent. Le groupe fonctionne toujours, mais à capacité réduite, sous une pression croissante et avec une image radar qu'il ne peut plus totalement valider.
C'est le visage de l'épuisement dans un engagement naval moderne. Non pas des flammes immédiates, mais une dégradation implacable et planifiée. L'intention se révèle enfin par une séquence coordonnée. 3 systèmes convergent depuis des vecteurs différents, synchronisés pour arriver dans une fenêtre si étroite que l'interception séquentielle devient mathématiquement improbable. Ils visent l'installation radar avant du Nimitz. 2 des 3 sont interceptés grâce aux performances exceptionnelles de l'Aegis et de ses opérateurs. Le 3e, en revanche, passe. Il percute le réseau radar SPY-1 avant. Ce n'est pas une frappe structurelle catastrophique, mais une détonation directionnelle calibrée pour maximiser les dégâts sur l'antenne tout en minimisant les dommages à la coque. Résultat, le radar principal avant du Nimitz est hors service. Les systèmes de secours s'activent, mais avec une ouverture réduite et une géométrie de détection limitée. La conscience du groupe sur son arc avant, face à la source de l'attaque, vient d'être amputée d'une fraction significative. Le but n'a jamais été de couler le navire, mais d'aboutir à cela. Le retrait chirurgical des capacités, une par une, jusqu'à ce que le porte-avions le plus puissant du monde navigue dans les eaux les plus dangereuses avec des sens compromis. Le groupe aéronaval se fragmente. Les navires restent physiquement proches, mais l'intégration étroite qui fait leur force se relâche. Les escortes prennent des décisions défensives basées sur leur image locale, plutôt que sur une image tactique partagée, car cette dernière n'est plus fiable. Les interférences et les dommages subis poussent chaque unité à agir individuellement, brisant l'effet multiplicateur de la force intégrée. Dans le secteur nord, un destroyer d'escorte s'est déplacé pour engager un contact de manière indépendante, créant une brèche dans l'écran défensif. Et les brèches sont précisément ce que cette attaque cherche à exploiter. À des milliers de kilomètres de là, à Pékin, l'heure est à l'observation minutieuse. Le renseignement naval chinois, s'appuyant sur les flux satellites et les données électromagnétiques, suit l'engagement en quasi-temps réel. Il ne le dirige pas, il le mesure. Il valide une doctrine que les États-Unis ont longtemps qualifiée de théorique. Le groupe aéronaval est vulnérable à un assaut coordonné et multicouche dans un environnement maritime restreint. Ce n'est pas un exercice académique pour la Chine. Le détroit de Taïwan est un environnement restreint. La mer de Chine méridionale est un environnement contesté. Chaque leçon apprise ce soir dans les eaux d'Ormuz est cataloguée pour un autre théâtre, un autre calendrier. L'Amérique ne défend pas seulement un porte-avions ce soir. Elle défend la crédibilité de son modèle de puissance mondiale. La question au sein du commandement du CENTCOM est désormais inévitable. Escalade ou retenue? Maintenir le Nimitz sur place exige d'accepter une dégradation accrue dans une posture tactique déjà compromise. Cela envoie un signal de détermination, mais avec un outil qui n'est plus à son pic d'efficacité face à un adversaire capable de maintenir une pression constante. Se retirer pour regagner la haute mer et restaurer l'image électronique préserve l'atout matériel, mais offre à l'adversaire une victoire narrative immense. Dans un conflit où le récit est aussi crucial que le matériel, un retrait du détroit d'Ormuz, même pour des raisons opérationnelles valables, sera perçu et rapporté comme une défaite. Il n'y a plus de bonnes options, seulement des choix avec des coûts différents. Et c'est exactement le résultat que cette campagne visait à produire. Voici la signification réelle de cette nuit. Au-delà des pertes ou du nombre de missiles tirés, c'est la question que chaque stratège se pose désormais. Le porte-avions américain est-il toujours la réponse ? Pendant 70 ans, il a été la déclaration stratégique ultime. Quand Washington voulait signaler son intention, il déplaçait des porte-avions. C'était un message simple. La puissance américaine peut vous atteindre et vous ne pouvez pas l'arrêter. Ce qui s'est passé ce soir ne prouve pas que ce message est faux, mais il prouve qu'il est désormais contesté. Un pays doté de la bonne doctrine, des bonnes armes et de la bonne géographie peut forcer un commandant américain à choisir entre de mauvaises options. Le YJ-91 n'a pas coulé le Nimitz, mais il a démontré devant le monde entier que les systèmes protégeant le navire le plus puissant de la Terre peuvent être ciblés et dégradés. Cette attaque n'a jamais porté sur la destruction physique, mais sur la démonstration de force. Un message envoyé à Washington, aux rivaux de Pékin dans le Pacifique, et à chaque gouvernement ayant structuré sa sécurité sur l'hypothèse d'une dominance maritime américaine permanente. Le message est clair, le coup d'entrée a changé. Le contrôle du champ de bataille n'est plus une question de dominance physique,
mais de savoir qui peut forcer l'adversaire dans une boucle de décision perdante, qui peut rendre le prix de la présence plus élevé que le prix du départ. La Chine étudie cette question depuis 30 ans. Ce soir, dans le détroit d'Ormuz, la réponse s'écrit en temps réel, sous les yeux du monde entier.